Alors salut à tous, voilà, bon, je vais essayer une petite vidéo. Désolé pour la qualité un peu médiocre du visuel, quoi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, j'avais envie de parler d'un projet, enfin d'une idée, parce que c'est pas encore un projet, euh, qui me trotte moi depuis maintenant 2008-2009, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi avec beaucoup de gens, et du coup c'est un peu dingue. Mais voilà, comme disait l'autre, soyons exigeants. Voilà. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. En gros, c'est un peu un constat issu de plein de pérégrinations dans des milieux différents, qui fait que les moyens qu'on a de se sortir un peu les doigts et d'arriver à des solutions de vie meilleures pour chacun, elles ont toutes des limites assez vite atteintes. Notamment, moi j'ai relevé, bon, vachement malin, vous direz, l'argent, déjà. Et ensuite, souvent, nos propres dogmes idéologiques, on va dire ça comme ça, qui font qu'on s'enferme rapidement dans le refus de solutions qui sont pourtant à portée de main et possibles. Donc en fait, pour arriver un peu à ce constat-là, ça fait, je dis donc maintenant 2009, 6 ou 7 ans, presque 8 ans, que je réfléchis à ce truc. Ça s'est mis en place dans ma tête un matin, comme ça, pouf, ça arrive on sait pas d'où. C'est un peu comme un puzzle qui s'installe. Mais en fait, la réalité, le fond du truc, c'est qu'on a toutes les clés, inconsciemment. On les a toutes. Et après, elles se mettent en place, quoi. Donc ça, c'est par exemple une limite idéologique. C'est que très souvent, on a des leaders, des penseurs, hein, des gens qui ont réfléchi en amont à des choses et qui ont mis en place un système de pensée. Et puis on se fie à ça et on suit, quoi. Donc le gouroutage, moi j'appelle ça. Bon, après, c'est pas spécialement forcément péjoratif, mais c'est un peu à ça dont on se réduit, quoi. Un tel a dit que, donc on va dans cette direction. Donc moi, mon idée à l'arrivée, c'est d'arriver à développer des idées entre guillemets nouvelles, c'est-à-dire partir sur des idées anciennes qui ont fait leurs preuves et voir qu'est-ce qui peut en ressortir derrière. Donc au fil des constats, donc moi la réflexion qui a prédominé, c'est de se dire voilà, il y a des réfugiés du climat, des réfugiés économiques, des réfugiés des guerres, on voit ça en ce moment, mais il y a un type de réfugiés dont on ne parle pas spécialement parce que c'est nous-mêmes, et on est des réfugiés sociaux. C'est-à-dire que on est vraiment dans la situation de gens qui sont en train de se prendre, je sais pas, la montée des eaux dans leur pays ou des bombes sur le coin de la gueule. Sauf que on n'en a pas spécialement conscience parce qu'on n'est pas mis en avant par rapport à cette détresse. Donc en fait, le truc, c'est que la plupart des gens qui arrivent à sauver leur peau, pour parler simplement, sont des gens qui ont ou un parcours idéologique suffisamment riche pour un jour arriver à faire tilt, c'est dire ah bah tiens, il faut que je change de vie, quoi. D'un autre côté, t'as ceux qui eux ont dès le départ grandi et été élevés ou qui ont évolué tout le temps dans des systèmes alternatifs, donc c'est pas une nouveauté pour eux. Mais il y a encore une autre catégorie de gens, on va dire, c'est ceux qui ont conscience complètement d'être pris dans un piège, dans un labyrinthe, et qui n'ont aucun moyen de s'en sortir. Alors on va dire inconsciemment, ils sont bloqués, etc. Ok. Moi je parle de moyens très concrets, quoi. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les moyens financiers, qui n'ont pas les moyens matériels, qui n'ont pas forcément les moyens psychologiques, qui n'ont pas les moyens physiques aussi souvent. Et donc le constat, c'est que la plupart des alternatives qu'on peut voir un peu émerger à droite à gauche, qu'on a vu émerger à droite à gauche, moi j'ai un constat un peu mitigé là-dessus, c'est que pour moi ça se résumerait un peu à de la reproduction du système capitaliste libéral. C'est très individualiste, très axé sur l'argent, c'est très cloisonné en collectivité et en communauté d'idéologie, donc ça ressemble à du communautarisme. Donc tout ça pour moi c'est les limites. Les actions par elles-mêmes sont très belles par ailleurs, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, moi je me suis beaucoup confronté au problème de dire mais après qu'est-ce qu'on fait, quoi.
parce que, comme disait l'autre, manger bio sauvera pas le monde. Replanter des arbres sur 10 hectares de terrain, ça remplacera jamais le permafrost ou l'Amazonie. Donc en fait, le truc c'est qu'on a beaucoup d'étapes derrière qui nous attendent. Et comme on est pris autant par les enfermements idéologiques que par la vie quotidienne qui nous rattrape, on évacue ce problème-là et on dit après moi le déluge, ou ce sera aux autres de faire ce qu'ils auront à faire. Le problème, c'est avec cette dernière approche, c'est que nos parents et grands-parents ont eu cette réflexion. On fait ce qu'on peut à notre échelle, et puis on verra après, les suivants ils se débrouillent. Moi, de mon point de vue, on n'a plus ce temps-là. Donc on est un peu arrivé à une espèce de butée, quoi. Pas une impasse, mais une butée. Faut descendre du train et puis il faut en prendre un autre, quoi. Et c'est à nous de le faire, c'est la génération là des 20-50 ans d'aujourd'hui. Donc la résistance sociale, à mon avis, elle va plus loin que simplement aller dire à des institutions dites vous déconnez, il faut faire ça, ça, ça pour changer les choses. On sait pertinemment que ces institutions, enfin du moins pas les institutions elles-mêmes, mais les gens qui sont dans ces institutions, qui vivent par elles et qui les font fonctionner, et voilà, ces gens-là, il faut pas espérer d'eux. Plus espérer d'eux. C'est-à-dire que les grands mouvements altermondialistes se sont cassés les dents à cette échelle-là, dans le sens où ils espéraient des institutions qu'elles remédient aux propres problèmes qu'elles avaient provoqués. D'où le refus des mouvements altermondialistes, notamment de s'investir en politique, en espérant faire appel à la conscience politique des partis en place, quoi. Et ça a été l'erreur, à mon sens. Après, le problème du pouvoir lui-même, c'est que le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, moi je suis plutôt du genre à penser que le pouvoir est à détruire plutôt qu'à conquérir, parce que le pouvoir, c'est plutôt quelque chose de coercitif dans l'idée. Mais il y a le problème du pouvoir sur les choses. Donc avoir du pouvoir sur les choses, dans un système social comme on a en France, c'est passer par des principes institutionnels valables pour tous, quoi. C'est-à-dire que, comme disait Léo Ferré, que j'aime beaucoup, il disait t'es peut-être anarchiste, mais quand tu vois un passage piéton et qu'il y a un flic à côté, traverse sur le passage piéton, ça t'évitera une journée de merde. Donc en fait, le problème c'est de pas tirer la queue du loup, quoi. Tu peux être anarchiste et conserver ta liberté en jouant le jeu. Donc en fait, la pièce, moi, qui m'a fait tilter beaucoup d'autres, ça a été Suzanne Georges, qui travaillait, ou moins en tout cas travaillait avec Attac, qui avait dit le capitalisme finira par vendre la corde qui servira à le pendre, achetons-la. Donc effectivement, il y a plein de gens qui font ça, ils l'achètent, c'est-à-dire qu'ils prennent des sous, ils achètent un terrain, ils achètent du matériel, etc. Et on assiste d'ailleurs à des structures, des associations ou autres qui se mettent en place pour aider à faire ça. Donc ça dénote un truc, c'est que l'organisation collective a toujours plus intérêt que la survie individuelle. Et donc on revient à nos fameux réfugiés sociaux, dont je fais partie, qui sont très isolés en fait, dans la multitude des villes, des milieux urbains, ou même à la campagne, on peut être tout à fait isolé de tout réseau en pleine campagne. Et dans la finalité des pensées militantes, eh ben, il ne nous reste pas grand-chose derrière pour arriver à vraiment faire avancer nos convictions, quoi. Donc on le voit, hein, les manifestations bon, syndicats bon, élections bon, tout ça c'est faire appel à ces institutions en espérant que les gens qui y sont aient encore une certaine conscience morale ou quoi. Le constat c'est de dire que c'est plus le cas, pour peu que ça ait pu l'être un jour. Donc à l'arrivée, on est face à une problématique où on a d'un côté des besoins, des aspirations, et puis il y a des nécessités. Et puis il y a des aspirations plus, je sais pas, simplement, bon, le mot est peut-être un peu galvaudé, mais humaniste, dans le sens où voilà, on ne pense pas qu'à soi dans la vie, on a peut-être forcément envie d'un meilleur pour le bien de l'humanité, etc. Bon. Donc là, on se déclare à ce moment-là utopiste, en disant voilà, moi j'aimerais que le monde soit. Et en général, il y a tout qui tombe dessus en disant oui, mais non, Karl Marx a dit, la République a dit. Tu peux pas être utopiste. Donc c'est un peu un problème parce que c'est que comme ça, en rêvant les choses, qu'elles évoluent vraiment, quoi.
j'aime bien l'exemple des frères Wright, qui ont inventé le premier avion. La communauté scientifique disait qu'on ne pourrait jamais voler. Eux, ils n'ont pas lu les articles des scientifiques et des spécialistes, ils ont construit un avion. Voilà. Et ça a marché. Donc en fait, ils n'étaient pas du tout scientifiques au départ, ils construisaient, je crois, des vélos, un truc. En fait, les bonnes idées, elles sont pléthores, il y en a légion et tout, mais il manque un petit truc qui ferait que ça ait une cohérence, une résonance plus globale, et qui était, à mon avis, à la portée des mouvements altermondialistes des années 90, et qu'ils ont volontairement laissé échapper en la remettant aux institutions. Donc en fait, ça c'est un peu une raison de désespérer, quoi. Mais en fait, bon, ça veut quand même dire que les gens, quand ils sont au sein d'une institution, ils ont un certain pouvoir sur les choses. Sans parler du pouvoir, donc, comme je disais. Alors dans les constats, des choses qui marchent, il y a la très connue Marina Leda. Je vais pas m'étaler après à chaque fois sur chaque truc, hein. Si y en a que ça intéresse, ils peuvent chercher un peu, il y a Internet. Il y a Christina, il y a le quartier Kreuzberg à Berlin, il y avait en tout cas. Et il y a le mouvement des paysans sans terre, qui est un fameux exemple. J'ai un peu parlé de celui-là parce que c'est aussi de celui-là qu'est venue l'idée au final que je vais aborder tout à l'heure. Donc les paysans sans terre, c'est les Brésiliens destinés à aller rejoindre les favelas au Brésil, donc oui, dans les grandes villes, parce qu'ils s'étaient fait exproprier ou on avait racheté leurs terres, etc. Et donc ils ont décidé qu'ils refusaient d'être projetés dans la misère. Ils préféraient être pauvres en étant dignes, donc en cultivant de la terre, que d'être dans la misère et de devoir alimenter le marché du travail sous-payé, esclavagiste, et devoir travailler pour un autre. Donc en fait, ces exemples-là, ils marchent, ils existent, ils sont concrets. Mais concrètement, voilà, c'est ça, c'est des gens qui se sont réunis, organisés, et puis qui font fleurir leurs idées derrière, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement des petits groupes autonomes de gens qui, grâce à un peu de pognon, ont réussi à développer leur utopie, quoi. Ils se sont mobilisés vraiment, quoi. Nous, j'ai l'impression en France qu'on est très loin de ça. Même les militants les plus radicaux en France, pour moi, c'est une forme de petite bourgeoisie capitaliste. Après, je suis pas du tout trotskiste, léniniste, tout ce que vous voulez. J'ai pas d'obédience politique particulière. C'est juste un constat de l'évolution de la pensée sociale. C'est pas une critique négative. C'est pas non plus une finalité, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de solidarité, pour moi, après c'est ma vision, ça ne doit pas se limiter à un cercle d'élus qui ont eu les moyens, l'occasion ou le temps de s'affranchir du système. Ça doit tendre la main. Donc moi, en fait, je suis vachement dans la problématique financière et familiale. Donc ça, c'est des blocages que j'ai, par exemple. Donc en fait, quand j'ai eu besoin et quand j'ai voulu de l'aide, on va dire, je me suis vite fait bien faire embarrer, et j'ai constaté ça avec plein de gens autour de moi. T'es pas assez ceci, t'as pas cela, t'as pas de pognon, t'as pas, je sais pas quoi, un diplôme, un machin. Donc en fait, même dans les milieux alternatifs, on reproduit cette pensée d'exclusion, quoi. Donc les moyens pour arriver à une autre façon de vivre ensemble, c'est ce que j'ai appelé, après je sais pas, précurseur, enfin le titre m'appartient pas, j'ai appelé l'exode citadin. Donc en fait, organiser un exode citadin, qui est le fond de ce projet, quoi, ça s'appuie sur des exemples de structures qui fonctionnent, comme Emmaüs, Terre de Liens, ou encore un truc, par exemple les Restos du Cœur. Donc en fait, c'est des structures qui sont toutes contestables, pour plein de raisons, mais c'est pas la question. La question, c'est de dire que voilà, l'Emmaüs a cherché à fournir en petit matériel ou en matériel au quotidien des gens qui n'avaient pas moyen d'y parvenir financièrement. Terre de Liens donc permet à des gens qui veulent faire du bio, exploiter la terre, etc., à se collectiviser pour faire de l'argent, etc., un peu comme le crowdfunding, etc. Et donc qui permettent à des gens de s'extraire du système et d'aller, je sais pas, cultiver. Donc en fait, là, il y a tout
une série de démarches, etc. Emmaüs, par exemple, si tu veux bénéficier des services gratuits d'Emmaüs, il faut rentrer dans telle case, il faut être, je sais pas, dans l'extrême misère, enfin, il y a tout un référentiel, quoi. Terre de Liens, c'est pareil, il faut avoir un diplôme d'agriculteur, etc. Bon, je connais pas par cœur les tenants et aboutissants de chaque structure, hein, mais c'est l'idée de structure qui m'intéresse. Donc les Restos du Cœur, on connaît tous, hein, c'est du don, c'est du partage, etc. Donc derrière, c'est devenu quelque chose de national. Ça a un impact énorme, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose dont presque personne en France n'ignore l'existence, quoi. Emmaüs, pareil. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans la discussion présente, c'est comment arriver à mettre en place, en fait, un système, une structure qui permette, par wagon entier, de permettre aux réfugiés sociaux de s'extraire du système et de participer à la reconstruction d'un système neuf, en étant conscient que rien n'est jamais nouveau, mais qu'on réinvente à chaque fois, mais neuf dans le sens où il y a tellement à faire que ça devient révolutionnaire de réclamer des choses basiques, quoi. Donc quand on voit des villages ou des communes, etc., qui sont dans des démarches économiques ou écologiques ou même sociales, et qui pratiquent ces solutions à leur échelle, on voit que c'est faisable, on voit que c'est possible, et ça. Mais du coup, ça demande vachement de... Je sais pas comment dire ça. Ça demande vachement d'argent, et ça demande vachement de personnes mobilisées, motivées, à faire quelque chose pour le bien commun, quoi. Et c'est deux choses qui sont très rares. L'argent, on ne l'a pas tous, et en fait, la mobilisation pour l'autre, elle est de plus en plus absente, quoi. C'est d'abord une démarche individuelle égoïste qui nous pousse. Donc en fait, si on part de ce principe-là, comment mutualiser ces besoins existentiels égoïstes? Encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas une critique, c'est des fondements, quoi. Moi, le matin, je me lève pour aller chier, c'est pas pour un autre, c'est pour moi, quoi. Donc on a besoin tous les jours de manger, de s'abriter, de s'habiller, de s'éduquer, etc. C'est pas un problème, c'est égoïste, mais c'est pas un problème. Si on est raccord avec l'utilisation des mots et qu'on n'y prête pas forcément des sens négatifs, je pense qu'on peut aussi avancer. C'est un peu ce que dit Franck Lepage. Il faut réinventer les mots, il faut retrouver les mots, etc. Bon. L'égoïsme, l'individualisme, c'est des choses qui nous poussent. On est malgré tout des animaux grégaires, donc on a ce sentiment, ce besoin de se rassembler, etc. Donc il faut aussi en tirer profit. Et si derrière on a les moyens financiers, et si derrière on a une structure cohérente, je pense que ça peut faire un appel d'air et vraiment faire basculer des pans entiers d'idéologie sociale, quoi. À mon avis, l'étape d'après, elle est là. C'est-à-dire que là, bon, on a bien intégré le principe du retour à la Terre, années 60-70, on a bien intégré le fonctionnement des principes écologiques. Bon, je vais pas ouvrir le débat là-dessus. On les connaît, on sait ce qui marche, on sait comment ça marche, et on sait jusqu'à quelle échelle ça peut marcher. Ça peut marcher jusqu'à des économies nationales, quoi. L'étape d'après, c'est d'arriver à dépasser la petite collectivité, le petit réseau un peu informel, on va dire, pas virtuel, mais presque, de gens qui sont dans cette démarche-là de réinventer leur quotidien, quoi. Donc la plupart des savoir-faire qui sont déjà pratiqués un peu à droite à gauche, pour moi, si on part sur de l'ingénierie sociale, réunis au même endroit, ils peuvent vraiment impacter, on va dire, la politique de l'ensemble, le grand ensemble. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire pression sur un corps social X, en disant écoutez, vraiment vous avez tort, vous êtes des vilains, vous polluez, vous faites ci, vous faites ça, leur dire et leur faire des bouquins et envoyer des tracts, ça peut atteindre, je crois, j'avais lu des stats, 1 pour 1000 ou 10 000 personnes, quoi. Là, l'idée serait d'arriver à monter un principe, en fait, avec autant de reconnaissance qu'un truc comme les Restos du Cœur. C'est-à-dire vraiment une vraie échelle, une passerelle pour passer d'un système à l'autre, mais qui soit vraiment quelque chose d'ouvert à tous, c'est-à-dire sans ce communautarisme, sans cet élitisme financier, et sans
cet attrait du pouvoir qu'il y a toujours quelque part, quoi. Donc dans les moyens, on va dire, ça va être d'arriver à briser la, comment on appelle ça? J'ai plus le mot. Donc dans les moyens, un des moyens principaux, ça va être d'arriver à casser en fait la multitude des gens qui sont égarés, perdus et tout ça, et qui savent qu'il y a des milliers, voire des millions d'autres personnes dans leur propre situation, et faire en sorte qu'ils se rassemblent, qu'ils puissent se rassembler et démarrer sur des nouvelles bases, quoi. Donc il y a les principes philosophiques, il y a les principes économiques, il y a les principes démocratiques, il y a les principes de fonctionnement, je sais pas, à tous les niveaux, scolaires, enfin ce qu'on veut, qui ont des alternatives, qui ont des solutions en elles-mêmes, qui portent leurs solutions. Il manque plus que les gens, quoi. Donc on peut dire, voilà, je vais monter dans ma ville je sais pas, une association, un parti, un truc, et je vais promouvoir ça auprès des autres, etc. Mais on est encore une fois toujours en dépendance de l'institution. Donc si tu as besoin d'un logement, tu es en dépendance d'un propriétaire, ou d'un organisme HLM, etc. Tu dois justifier de ton salaire, tu dois justifier, enfin, on sait tout ça, quoi, d'une caution, de ceci, de cela. Alors qu'à l'arrivée, les choses vraiment basiques, elles sont tellement présentes partout, qu'elles pourraient être gratuites, quoi. Donc le projet lui-même, il porte une grosse part de partage et de gratuité. Donc d'arriver en fait sur une commune de manière cohérente, coordonnée, avec un projet social efficace, permettrait en fait d'intégrer une structure à une micro-échelle, c'est-à-dire qu'on échappe à la corruption, du pouvoir absolu, etc. Mais on obtient du pouvoir sur nos vies. Donc je résume, tu prends 50 bonhommes, tu les mets dans des camions, tu vas dans un village, tu formes une liste indépendante, et tu chopes la mairie aux élections. Voilà. C'est aussi con que ça. Mais dit comme ça, c'est pas simple. Donc il y a énormément de logistique derrière à mettre en place, des fonds à trouver, et du coup, il y a aussi surtout beaucoup de gens mobilisés pour ce genre d'action à trouver. Donc il faut aussi avoir du temps, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir des idées, parce que moi de mon côté j'ai formulé beaucoup d'idées, mais elles sont pas absolues en elles-mêmes, quoi. C'est juste des réflexions qui me sont propres, je suis pas du tout persuadé qu'elles soient efficaces ou efficientes à 100%. En plus après moi j'ai vraiment des connaissances très limitées dans tout ce qui est juridique, etc. Mais je sais que dans les possibilités d'une commune, par exemple, tu peux interdire plein de choses sur ton territoire. Tu peux interdire la culture de certains types de semences, tu peux interdire les supermarchés, tu peux interdire, je sais pas, de rouler au pétrole. Et le fait d'amener des gens dans un endroit, tu fais ouvrir des écoles. La commune peut privilégier des méthodes de pédagogie différentes. En fait, c'est ça qui est assez dingue, c'est pour ça que je parlais d'enfermement idéologique, c'est qu'à partir du moment où tu te résous à utiliser le bulletin de vote comme un outil et non plus comme une finalité démocratique, tu t'ouvres les portes à un tas de choses derrière. Donc moi, comment je le vois, c'est un peu Marinaleda, mais à une petite échelle. C'est-à-dire que Marinaleda, c'est près de 3000 habitants. Je ne connais pas du tout comment ça fonctionne au quotidien là-bas, mais moi, ce que je conçois, moi, c'est que c'est vachement plus vivable à petite échelle dans des petites communes, quoi. Donc 50, 100 habitants, quoi. Donc le grand délire qu'il y a derrière ça, en fait, c'est un peu de la géopolitique, c'est-à-dire que si derrière ce principe de village, si tu as 100 villages au même endroit, je sais pas, 50, je m'en fous, c'est pour donner un chiffre, si tu as 100 villages au même endroit, dans la même région, qui soient, on va dire, limitrophes, ça représente quand même des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares de terre. Tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Et je pense que c'est cette force-là, cet impact-là, sur le corps social d'ensemble, qui peut vraiment faire basculer des pans d'idéologie sociale actuelle. C'est-à-dire que quand tu prends un exemple isolé comme Marinaleda, ou comme les paysans sans terre qui sont coincés dans la jungle au Brésil, ça n'a pas d'impact, quoi. C'est très limité, ça va impacter un pour 10 000 personnes qui va dire « Ah merde, c'est possible », et puis qui va prendre son chemin et qui va le faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à arrêter d'essayer de faire de la pédagogie auprès de gens qui a priori n'en ont rien à foutre, mais de leur montrer par l'exemple la viabilité d'un fonctionnement différent.
Donc en fait, quand tu montres ça par l'exemple, ça devient quelque chose qui tombe sous le sens. C'est-à-dire que tu n'as plus toute la période critique qui va en amont, tu l'as ensuite, mais comme tu es déjà dans le faire, la critique est vachement plus constructive, parce que ça ne se limite pas à du débat, quoi. T'es dans la logique de construction, quoi. Donc en fait, s'il y a un exemple comme ça qui marche bien, enfin, je trouve cohérent, c'est l'histoire des poubelles de recyclage. Quand l'État en France a voulu rattraper un peu le coup sur le problème des déchets, ils ont interdit les décharges, et l'État a instauré la mise en place des bacs jaunes, bleus, verts, machin. Ça a demandé des années. Il a fallu des gens qui allaient au porte-à-porte chez les gens pour expliquer ce qu'il fallait faire, comment trier, pas trier. Ça remonte il y a presque 15 ou 20 ans maintenant, ça. Et au bout de 15 ou 20 ans, tout le monde le fait, ou quasiment, quoi. Enfin, on va dire, c'est devenu un principe, quoi. On est encore très très loin derrière d'autres pays qui en sont à peser par habitant le nombre de déchets, le poids de déchets, etc. Mais bon, c'est un objectif qui est complètement faisable, mais qui ne l'est pas par rapport à la structure qu'on a mis ici au niveau étatique. C'est-à-dire qu'il y a trop de lobby entre les deux, etc. Tout ça, on sait. Et donc, pour dire quoi, c'est qu'il y a eu une structure au-dessus qui a mis en place un système assez facile pour tout le monde, qui a fait de la pédagogie un petit peu, et puis tout le monde a suivi et roule, quoi. Ça n'a été pas compliqué. Je fais la même chose avec la démocratie représentative. C'est ce qu'on voit à Marina Veda. Quand les gens, au bout d'un an ou deux, sont habitués à voir toutes les semaines sur la place du village, ou je sais pas, dans la salle des fêtes, se tenir des assemblées où tout le monde a le droit de vote, tout le monde a le droit de parole, tout le monde peut proposer des aménagements, des lois, de ce que tu veux. Au bout d'un moment, les gens prennent l'habitude de ça, quoi. Donc après, à l'arrivée, tu peux aussi te débarrasser du travail, tu peux te débarrasser d'un tas de choses, de l'argent, tu peux t'ouvrir à la gratuité complètement. Mais bon, ça, voilà, c'est des propos qui sont vachement plus éloignés, on va dire, dans la réflexion. Donc voilà, pour résumer concrètement, l'idée de base, c'est un exode citadin, organisé, collectif, autofinancé, afin, en fait, de prendre du pouvoir concret sur nos vies quotidiennes, et pour des choses simples. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir planter ta yourte si tu as envie sur un territoire communal. Ça va être de faire de la phytoépuration dans ta maison si tu en as envie. Mais d'arriver à positionner ça comme étant l'énergie d'un peuple en action, d'une nation, au même titre qu'une nation comme les nations indiennes, qui ne vivaient pas spécifiquement en grande tribu, mais ils étaient conscients de faire partie d'un tout, un ensemble, et d'arriver à peser dans le paysage social actuel. Donc c'est des outils spécifiques, pas compliqués, à portée de tout le monde, et il faut faire tomber certaines barrières idéologiques personnelles, il faut faire tomber les barrières idéologiques des autres. Donc il faut avoir une bonne motivation, il faut avoir beaucoup de temps, et puis il faut surtout espérer la critique. Il faut l'espérer, il faut l'attendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'être contredit et de réfléchir aux problématiques qu'on te soulève en te disant merde, c'est un challenge de plus, c'est une idée de plus, c'est une possibilité peut-être qui s'ouvre devant moi, etc. Pour donner un exemple, la critique moi, la plus radicale qui m'a été faite et qui m'a le plus posé question, on va dire philosophiquement, c'est de me dire oui, mais imagine, tu arrives dans un bled de 50 personnes, à 50, et tu t'imposes, et tu changes radicalement la vie de ces gens-là. Ils vont se sentir vachement mal. Ils vont se sentir envahis, ce que tu veux, etc. Donc ça va exacerber du rejet. J'ai pas de solution à ça. Par contre, il y a des options. C'est-à-dire que quand tu te pointes quelque part, il faut savoir faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut arriver à amener ça aux gens chez qui tu arrives en disant voilà, nous on est dans la situation A, réfugiés sociaux, on a besoin d'une vie meilleure et on va la faire avec vous. Pas contre vous, mais avec vous, quoi. Donc ça aussi, c'est un élément de réflexion. C'est-à-dire que moi, au départ, je m'en foutais. Je me disais, bon, il y a un village, on y va, quoi. Mais effectivement, si tu te pointes en colon, ça va mal le faire. Le truc, c'est que moi, je pense concrètement qu'on est réellement une génération de gens victimes d'un problème socio-économique. On n'est pas seulement réduit à espérer une allocation, on n'en est pas, je sais pas, ou un appart en HLM, ou ce que tu veux. On a vraiment vocation, en fait, à vivre des vies vachement plus riches, et d'apporter cette vie riche à des gens qui ne savent même pas encore, pour certains, qui peuvent vivre différemment, parce que eux, dans leur village, ils vont avoir l'habitude, ou de dépendre des institutions, ou, je sais pas, d'avoir du pognon. Si, par l'exemple, au quotidien, tu leur montres que c'est possible différemment, petit à petit, la mentalité va évoluer. Ça se voit très bien avec les incroyables comestibles, qui ont petit à petit réussi à organiser des vrais
des vrais villages avec de la nourriture à partager partout. C'était très dur au début, les gens les ont moqués, raillés, rejetés, etc. Mais ça s'est fait petit à petit. Donc encore une fois, un exemple du type de processus auquel il faut s'attendre. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une démarche comme ça, c'est pas la fleur au fusil en disant ah, on va changer le monde. Il y a du boulot derrière, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ensuite, un des autres points critiques les plus importants, c'est de dire oui, mais moi je veux rester dans ma famille, dans mon village, dans mon truc, dans mon machin. Je dis ok, soit, pas de problème. Le projet là tel qu'il est, il a vocation à monter une structure, c'est-à-dire que c'est un système, un fonctionnement. Donc après, si toi tu veux appliquer ce fonctionnement dans ta région, c'est pas un problème. Moi, ce dont je parle, c'est vraiment autre chose, c'est une autre dimension, c'est une dimension plus géopolitique, plus sociale, plus économique, quoi. C'est de montrer par la masse, sur une grande superficie de territoire, avec beaucoup de gens, qu'il est possible de faire et de vivre différemment, quoi. Un exemple, c'est, voilà, tu prends 100 villages avec 50 habitants par village, et tu prends 100 communes. Oui, mais c'est pas possible, où c'est que tu as trouvé cette personne? Il y a plus de gens qui vont à un concert au Zénith que dans ce projet-là, quoi. Il y a des Zéniths qui font 6000 places, ça se remplit en une soirée, et les mecs payent en plus des sommes pas possibles pour aller écouter je sais pas qui. Donc en fait, là, la vraie problématique en fait, que j'ai relevée et que personne m'a relevé, c'est qu'en fait, il faut arriver à se dire, je m'investis dans un projet pour plusieurs années. C'est-à-dire que je prends mes bagages, ma famille si j'en ai une, et je déménage dans ce projet-là pour plusieurs années, le temps de mettre en place le truc, de créer l'appel d'air, qu'il y ait d'autres gens qui viennent, et ensuite, moi, après, si j'ai envie de bouger, je peux aller ailleurs, recréer le système ailleurs, etc. Et là, il faut vraiment des personnes qui soient motivées sur, je sais pas, du 10 ans, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de faire court, c'est long. Donc j'en ai dit beaucoup plus sur plusieurs outils sur le net. Donc il y a un groupe Facebook, Communauté et territoire en transition, donc là, évidemment qui reprend l'idée du pic pétrolier, etc. Donc ça c'est une structure aussi d'organisation des villes qui est intéressante à appliquer. Donc Communauté et territoire en transition, donc ça c'est un groupe Facebook. Il y a un blog, alors où il y a des présentations plus argumentées, plus détaillées en texte de tout ça. Donc le blog s'appelle Occupy ma vie, tout attaché, O-2-C-U-P-Y ma vie, 1, chiffre 1, Exode citadin, tout attaché, .wordpress.com. Occupy ma vie, 1, Exode citadin.wordpress.com. Et il y a un site, réaction-utopiste-ma-vie.e-monsite.com. Réaction utopiste occupy ma vie.e-monsite.com. Et au final, pour ceux qui veulent travailler sur le sujet, parce que le groupe Facebook notamment, c'est des outils pour en discuter, c'est vraiment des échanges de contradictions ou autres échanges d'informations. Pour ceux qui veulent vraiment travailler au projet, c'est de monter la structure en amont et éventuellement participer au projet. Enfin, même, j'aimerais bien, pour de vrai, participer au projet, c'est vraiment aller vivre ailleurs, tous ensemble. Il y a un forum qui sera communiqué à ces personnes-là à demande, quoi. Voilà, bon, je suis pas très sûr que la qualité de la vidéo soit excellente. J'espère avoir été un petit peu cohérent dans tout ça. Là, je vois 33 minutes déjà. Donc, je vais éviter de rentrer dans trop de détails supplémentaires. Mais je vous espère surtout une bonne écoute. Et puis, n'hésitez pas à passer sur les outils internet et puis on peut en reparler, quoi. Merci.